Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Paul Curry. Je travaille chez Eclé Africa sur les systèmes urbains. Je suis absolument ravie de vous souhaiter la bienvenue pour ce deuxième webinaire dans le cadre de la campagne African City Food Month. Cette semaine, nous allons nous concentrer sur les villes résilientes, comme vous le verrez dans quelques instants. Je suis convaincue que ce sera une session très intéressante. Ce webinaire fait partie de la roadmap Rise Africa et il fait également partie d'une série de webinaires d'Iclé Africa pour renforcer la résilience des villes africaines pendant et après une pandémie. Aujourd'hui, le titre de ce webinaire est l'alimentation, le climat et la Covid-19. Nous allons entendre ce qui se passe dans les villes. Avant de commencer, j'aimerais vous parler du protocole du webinaire puisqu'il est enregistré. Par conséquent, si vous participez à ce webinaire, eh bien vous consentez à être enregistré. Nous allons avoir des discussions également dans la section questions et réponses en bas de la plateforme Zoom ainsi que le chat. Il y aura un moment de discussion et à ce moment-là, on va vous demander d'activer votre micro ainsi que votre vidéo afin d'interagir avec les présentateurs. Si quelqu'un nous quitte à cause de la connexion, à cause d'une mauvaise connexion Internet, eh bien n'hésitez pas à rester avec nous puisque nous allons passer à l'orateur suivant. Donc je vais maintenant demander à ce que tout le monde se présente dans la fonction chat. Nous pensons que c'est intéressant de voir la diversité des gens qui sont parmi nous. Et on va commencer par une petite présentation intéressante. C'est assez ludique puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le riz, mais également le poulet, les haricots, les légumes, le poisson, etc. Alors, pour ce qui est des villes représentées, il y a des gens de Cape Town, Rome, Johannesburg, Antananarivo, Accra, Yaoundé, Abidjan, Dakar, Banjul, Bombay, Pretoria, Montpellier, Abuja, Paris, Kampala, entre autres. Par ailleurs, dans le chat, lorsque vous vous présentez, n'hésitez pas à vous assurer que vous vous adressez à tous les membres du panel afin que tout le monde puisse voir votre message. Voilà le programme pour le African City Food Month. Comme je l'ai dit, c'est la deuxième semaine, donc on parle des systèmes alimentaires résilients et on va vous demander de commenter les systèmes résilients au sein de vos villes. Et n'hésitez pas à utiliser le hashtag African City Food Month avec des tweets, des photos, des vidéos, du texte. On aimerait vraiment que vous participiez. On veut voir un élan sur les systèmes alimentaires. Nous aimerions également partager nos remerciements envers nos partenaires. Les clés, la FAO et RUAF ont organisé ces webinaires, mais nous avons également le Pacte alimentaire de Milan, Ricolto, African Center for Cities, WWF, le South African Urban Food and Farming Trust et la Fondation Ellen MacArthur. Sur ce, nous pensons que ce sera un webinaire interactif. Nous espérons avoir beaucoup de temps vers la fin du webinaire afin de discuter des sujets les plus poignants. Aujourd'hui, je vais donner la parole à ma collègue Solofina. Elle travaille sur les systèmes urbains au sein de Eclé Africa. C'est un honneur de travailler avec elle sur la circularité alimentaire, sur l'efficacité des systèmes alimentaires au sein de nos villes. Solofina, vous avez la parole. Bonjour, merci beaucoup Paul pour cette présentation. Je vais tout d'abord demander à tout le monde de mettre son micro en sourdine. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis que vous soyez parmi nous avec nous pour ce second webinaire de cette série de webinaires pour le African City Food Month. D'où que vous soyez, vous êtes les bienvenus et merci d'être parmi nous. Je suis effectivement Solofina, je serai animatrice pour la session d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous avons un webinaire qui va offrir un espace aux villes africaines afin de parler de leur expérience, mais également de stratégies pour être plus résilientes en matière de systèmes alimentaires sur le court terme, mais également sur le long terme. Donc, nous allons avoir plusieurs partenaires qui vont prendre la parole, des partenaires de la FAO. Ils vont notamment aborder un questionnaire, une étude. Donc ce questionnaire qui s'appelle Food Systems and COVID-19. Et donc on va parler des résultats, mais également certains leaders municipaux vont prendre la parole, puisque aujourd'hui on a des édiles de Congo au Brazzaville, de Dakar au Sénégal, de Kélimane au Mozambique, Kampala,
mais également d'Antananarivo. Donc on a vraiment un éventail de villes différentes sur le continent africain. Je crois que ce sera vraiment très intéressant d'entendre les expériences de chacun et chacune. Il est essentiel de rappeler que les édiles et les élus ont été en première ligne de cette crise de la Covid-19. Et ils ont essayé de travailler de manière sûre et équitable. Nous allons donc parler de la Covid-19 et des systèmes alimentaires et la manière dont on peut mettre en place des stratégies et des systèmes alimentaires afin d'être plus résilients non seulement au changement climatique mais également au choc quel qu'il soit. Nous allons notamment les impacts de la pandémie du Covid-19, mais on va également parler des stratégies à long terme pour s'assurer qu'il y a accès à une nourriture nutritive en temps de crise. Donc nous allons notamment aborder deux questions importantes, à savoir comment est-ce que les villes ont essayé d'améliorer leur résilience à court mais également à long terme. Deuxième question abordée sera la suivante, comment la Covid-19 a impacté, influencé ces approches et ces stratégies. Nous espérons que vous allez pouvoir interagir avec nous. N'hésitez pas à utiliser la fonction chat de Zoom pour que vous puissiez adresser des questions aux différents orateurs. Ceci étant dit, je vais demander à Dr. Jamie Morrison de prendre la parole. Il est directeur et chef du programme stratégique pour les programmes des systèmes alimentaires. Jamie travaille depuis plus de 25 ans dans le secteur, dans la recherche, dans le renforcement des capacités et le soutien technique, notamment en matière de réforme politique. Il analysera les réponses des 200 municipalités en Afrique au questionnaire que j'ai mentionné tout à l'heure en analysant les défis et les actions innovantes qui ont été mises en œuvre. Vous avez la parole. Merci infiniment, Solofina. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. J'aimerais commencer par remercier mes collègues du bureau sous-régional de la FAO et ICLE Africa d'avoir lancé l'African City Food Month Campaign, qui renforce les liens entre les gouvernements locaux et les acteurs locaux pour mieux comprendre les défis, les besoins et les opportunités à saisir au niveau local. Nous le savons, la Covid-19 est en train de bouleverser les systèmes alimentaires partout dans le monde. La gestion de la crise par les villes et les gouvernements locaux sont cruciaux pour arrêter la propagation du virus et pour réduire les impacts négatifs de la Covid sur les populations les plus vulnérables. Il est donc important, j'ai l'impression que quelqu'un a son micro activé, donc il est important d'avoir une cartographie des réponses municipales à cette urgence et d'analyser les progrès, mais également ce qui n'a pas marché pour renforcer les systèmes alimentaires et les systèmes nutritionnels. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler des résultats préliminaires d'une étude que nous avons diligentée entre avril et mai 2020 pour mieux comprendre le rôle des villes à l'aune de la crise de la Covid-19. Lors de cette présentation, je vais parler des résultats clés sur la base des réponses que nous avons reçues de différentes villes africaines. Désolée, j'ai l'impression que ma diapositive ne bouge pas. Je n'arrive pas à faire passer mes planches. Voilà, très bien. Donc, nous avons eu 860 réponses à notre enquête dans le monde, 233 de villes africaines et de 202 villes différentes dans 20 pays différents sur le continent, comme vous le voyez à l'écran. 49% des réponses que nous avons reçues venaient de gouvernements locaux en Afrique. Nous avons également eu des réponses de chercheurs, de gouvernements nationaux et d'ONG.
Même si l'échantillon n'est statistiquement pas représentatif, je crois que le fait que nous ayons reçu tellement de réponses montre que les villes et les gouvernements locaux jouent un rôle crucial pour atténuer les impacts de la Covid-19 sur les systèmes alimentaires. Et elles jouent un rôle crucial également pour améliorer les systèmes alimentaires si elles ont la bonne autorité et les soutiens adéquats. Voilà ce que je vais vous montrer dans les planches suivantes. Nous avons catégorisé les différentes villes selon 5 catégories différentes. D'un côté, les grandes villes avec plus de 5 millions d'habitants. Et ensuite, les villages avec moins de 5000 habitants pour les deux extrêmes. Je crois que ça nous donne une bonne compréhension des mesures que l'on voit dans ces différentes villes, dans ces différentes villes avec des démographies tout à fait différentes. Donc très brièvement, voilà le plan de ma présentation. Je suis désolée, j'ai l'impression que mes diapositives ne passent pas. Solofina, est-ce que vous pourriez me dire quelle diapositive vous voyez? Solofina dit nous sommes sur Geographic Distribution of Survey Responses, donc répartition géographique par réponse à l'étude. Je suis vraiment désolée, j'ai l'impression que j'ai un souci avec mes diapositives. Je vais essayer ça. Oui, là maintenant on voit votre diapo suivante. Très bien. Donc cette diapositive vous montre le plan de ma présentation, puisque je vais notamment me concentrer sur les mesures de restriction et leurs effets sur les systèmes alimentaires urbains et l'accès à l'alimentation. Deuxièmement, je me concentrerai sur les réponses municipales pour atténuer le bouleversement dans les systèmes alimentaires et pour s'assurer d'un accès à la nourriture pour tous. Ensuite, je me concentrerai sur les défis et les opportunités comme ils sont ressortis dans cette étude. Et enfin, je regarderai les actions et les politiques et les recommandations en matière de politique et d'action qui ont émané de cette étude. Tout d'abord, il y a des mesures restrictives qui ont directement impacté les systèmes alimentaires pendant la Covid-19. Vous regardez là sur le graphique, la ligne rouge c'est l'Afrique et l'autre ligne c'est le reste du monde. Donc on voit quand même des grandes similarités sur le type de mesures de restriction qui ont été mises en place en Afrique et partout dans le monde. En particulier le fait que les écoles aient été fermées et qu'il n'y avait plus de cantines a été un vrai problème, notamment en Afrique. Il y a 2 points particuliers sur lesquels j'aimerais m'attarder. Tout d'abord, le fait que les marchés et les points de distribution alimentaire aient été fermés ont eu un grand impact sur les systèmes alimentaires. Deuxièmement, le fait que les cantines et les restaurants aient été fermés semble moins problématique qu'ailleurs dans d'autres régions. Et c'est probablement dû au fait qu'il y avait des alternatives informelles pour manger en dehors de chez soi. Pour ce qui est des effets que nous avons vus au niveau des villes liés à ces mesures restrictives, les réponses africaines, à nouveau, là on les voit en rouge, montrent que les systèmes urbains alimentaires en Afrique sont bien plus impactés par les mesures liées à la lutte contre la Covid-19 que dans d'autres régions du monde. Et c'est probablement lié au fait que les gens ont acheté de manière frénétique de la nourriture et ont fait des courses dans la panique, qu'il y a eu une perte de nourriture et également une pénurie des produits de base, ce qui a engendré un prix plus élevé de l'alimentaire et donc cela a engendré des difficultés pour accéder à de la nourriture de base, en particulier dans les zones urbaines. Ce que la crise a engendré, c'est qu'elle a révélé la fragilité des systèmes urbains alimentaires en Afrique, qui étaient déjà visibles avant la pandémie. Mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut d'autant plus prendre en compte si on veut mettre en place des réponses adéquates. Maintenant, les effets des mesures de restriction en fonction des tailles des différentes villes. Nous nous sommes rendus compte que les petites villes, les villages africains en bleu, semblent être bien plus résilients, puisqu'elles sont plus au centre du graphique,
donc où les impacts étaient moins ressentis que dans les grandes agglomérations. Et c'est probablement lié au fait qu'il y a plus de liens entre les zones rurales et urbaines et une meilleure compréhension des différents acteurs du système alimentaire et du système alimentaire en lui-même, notamment grâce à une meilleure proximité, mais également le fait qu'il y ait plus de protection sociale et une meilleure coordination des différents acteurs. Maintenant, les mesures prises par les municipalités pour assurer l'accès à la nourriture pour toutes et tous. Sur le graphique à nouveau en rouge, vous voyez les villes africaines et cette ligne est plus au centre du graphique. Donc cela signifie que, comparé à d'autres villes du monde, ont pris moins de mesures et qu'elles étaient moins en mesure de mettre en place des actions afin d'atténuer les impacts de la crise dans les villes et dans d'autres régions. En particulier, il y a un manque d'action en particulier concernant la livraison de nourriture aux foyers les plus vulnérables et la cantine alimentaire qui est vraiment ressortie dans cette étude. Il semblerait que mettre en œuvre des alternatives pour offrir ce type de service ait été plus difficile pour les villes africaines, probablement lié à un manque de ressources financières et un manque de coordination et de système de gouvernance au sein des villes, ou peut-être que c'est lié à un manque de connexion avec les banques alimentaires, qui semble être bien plus présent, ce lien semble plus présent dans d'autres régions du monde. En conclusion, si l'on regarde les effets de la Covid-19 en Afrique et dans les villes d'Afrique, on voit que les villes ont eu des difficultés à mettre en œuvre différentes actions, plus que dans d'autres régions. La pénurie alimentaire dans certaines villes, notamment, est plus prégnante. Les problématiques liées au transport et aux bâtiments de stockage ont été problématiques également, notamment en période de crise. Par ailleurs, la production alimentaire a démontré qu'il y avait des lacunes chroniques en matière d'infrastructures puisqu'elles étaient plus vulnérables, notamment pour les plus petits agriculteurs. Concernant les ressources, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il n'y avait pas forcément de coordination entre les gouvernements régionaux et nationaux. Et la grande majeure partie des villes ont dit qu'elles ne savaient pas vraiment comment mobiliser des ressources supplémentaires. Elles n'avaient pas forcément la capacité de mettre en œuvre des politiques de protection sociale. Mais d'un autre côté, nous nous sommes rendus compte que les villes ont quand même sollicité différents acteurs pour mettre en place des acteurs, y compris des ONG, des associations de migrants, des associations qui travaillent dans les bidonvilles. Elles ont établi et renforcé la coordination au niveau local avec des associations de société civile, des groupes religieux, des bénévoles. Et en particulier, on s'est rendu compte que le secteur informel avait joué un rôle essentiel pour apporter des innovations et plus de résilience. Pour ce qui est des recommandations saillantes pour l'avenir, puisque à un moment, la pandémie sera derrière nous, eh bien, comment capitaliser sur ce que nous avons mis en place pendant la pandémie pour nous assurer que les systèmes alimentaires soient plus résilients à l'avenir? Alors, il y a eu plusieurs recommandations saillantes de cette étude. En particulier, la nécessité de renforcer une approche multisectorielle, multi-acteurs et holistique. Il a été mentionné également qu'il fallait des politiques basées sur des preuves pour améliorer la préparation des systèmes alimentaires et la résilience de ces systèmes à ce type de choc, qu'il fallait également établir des programmes sociaux ainsi que des systèmes innovants de livraison de nourriture, notamment le e-commerce. Par ailleurs, la production urbaine de nourriture ainsi qu'une amélioration de la chaîne d'approvisionnement était une bonne idée pour améliorer la résilience plutôt des systèmes alimentaires. Parce que pour le moment, ça n'est pas encore le cas, on ne l'exploite pas assez. Enfin, le rôle des systèmes informels
pour répondre à ce type de crise afin de s'assurer que la chaîne d'approvisionnement continue de fonctionner, notamment pour le transport de nourriture. Là, on voit une cartographie des réponses municipales à la crise et cela nous a aidés à repenser la manière dont nous pouvons aider les pays avec d'autres partenaires pour créer des partenariats, des programmes afin de renforcer leurs systèmes alimentaires et notamment pour répondre à ce type de crise grâce à des programmes et des politiques. Ça a été particulièrement utile pour alimenter le Urban Food Agenda de la FAO, un programme pour aider l'action gouvernementale en matière de systèmes alimentaires. Nous soutenons les gouvernements locaux et les villes dans plus de 20 pays. Et vous verrez sur notre site internet, il a été lancé très récemment, il y a maintenant une section dédiée à la Covid-19. Elle est en ligne et fait partie de la plateforme de la FAO. Cette plateforme en elle-même est un bon instrument pour offrir une meilleure compréhension à toutes les villes dans le monde sur la manière dont chaque ville gère les impacts de la Covid-19. Sur cette diapositive, vous voyez qu'il y a un lien à l'Urban Food Action Platform, mais également à l'Urban Food Agenda website, donc ce dont je viens de parler. Enfin, nous pensons à la FAO qu'il est essentiel de créer un réseau au sein de différentes villes pour qu'il y ait un dialogue systématique et régulier afin de mieux se préparer à la préparation de programmes alimentaires au sein des villes. Nous espérons bientôt publier un rapport sur la politique, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Normalement, ce rapport contiendra notamment les résultats de l'étude dont je viens de parler. Merci beaucoup de votre présentation. Je suis ravie que nous ayons pu voir vos diapositives. Cette présentation montre que l'on comprend les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. Mais vous avez notamment parlé de points très intéressants, notamment le fait que les plus grandes villes sont moins résilientes que les petites villes. Donc je crois que lors de notre discussion, de la session de questions et réponses, je crois que c'est l'un des sujets que nous allons aborder. Pourquoi les villes sont moins résilientes que les plus petites villes? Et maintenant, nous allons passer à notre prochain orateur, à savoir le maire de Kélimane, Monsieur Arojo. Il va nous parler de la ville de Kélimane et de ce que la ville a adopté, les mesures que la ville a adoptées. Il parlera notamment des différentes crises auxquelles ils ont été confrontés dans la ville de Kélimane et du travail qui a été fait notamment avec Unacost dans la ville de Kélimane. Bienvenue, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Solofina. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir invités pour partager nos expériences avec vous sur la Covid-19. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que la ville de Kélimane est la capitale de la province de Zambézie. La province de la Zambézie est l'une des 10 provinces au Mozambique. La ville en elle-même compte plus de 400 000 habitants. Et comme je l'ai mentionné, parmi les 10 provinces du Mozambique, la Zambézie, dont Kélimane est la capitale, il y a 6 millions d'habitants dans la province de Zambézie. Donc il s'agit de la deuxième province du Mozambique en matière de population, mais également en matière de taille. Il y a 4 ans de cela, cette province était le grenier du pays, puisqu'elle contribuait à hauteur de plus de 30% du PIB. Cette contribution, elle était basée sur l'agro-industrie, qui contribuait, comme je l'ai dit, à plus de 30, voire jusqu'à 35%
du PIB du Mozambique. Donc, il y avait du coton, du riz, le traitement de la nourriture également et des plantations de noix de coco. Et à un moment, la noix de coco était... la province était la plus grande province du monde en matière de production de noix de coco. Et l'économie et les emplois dans la province tournaient autour du traitement de l'agro-industrie. Malheureusement, à cause d'une maladie, la maladie du jaunissement qui a affecté les plantations de noix de coco et a même décimé entièrement les plantations. Donc à l'heure actuelle, les grosses entreprises qui géraient ces plantations de noix de coco les ont fermées parce qu'elles ont fait faillite, bien entendu, parce qu'il y avait une mauvaise gestion, notamment à un moment où l'économie a été nationalisée, mais comme vous le savez probablement également, le Mozambique a vécu une guerre civile pendant 16 ans. Donc, entre l'économie en berne, cette maladie et la guerre civile, eh bien, il n'y a plus de noix de coco dans la province. Et cela a créé une insécurité alimentaire énorme pour la population. À l'heure actuelle, les données de l'ONU indiquent qu'entre 45 à 55% de la population des habitants de la province sont sous-alimentés. Ce chiffre est énorme et comme vous l'imaginez probablement, cela impacte le bien-être des populations. Donc la crise de la sécurité alimentaire dans la province a été très sévère. Il y a une vraie insécurité alimentaire, mais également avec l'arrivée de la Covid, cela a non seulement touché la population en général, mais surtout les populations les plus vulnérables, à savoir les jeunes, les enfants, les femmes. Voilà les 3 catégories de populations les plus vulnérables qui ont le plus été affectées par cette insécurité alimentaire, mais maintenant par ce mélange entre l'impact de la Covid-19 et de cette crise liée à l'insécurité alimentaire. Et depuis ces 2 dernières années, la municipalité travaille avec des partenaires nationaux et internationaux importants afin d'améliorer la situation, mais également de trouver une solution à l'insécurité alimentaire auquel les villes sont en proie. Nous avons beaucoup appris de la ville de Milan, puisqu'en Italie, il y a eu 2 gros projets. 2 gros projets, l'un qui s'appelle, le premier, Quelimane Limpa, le deuxième, Quelimane Agricola. Nous travaillons sur la chaîne de valeur en formant les agriculteurs locaux, en leur donnant de nouveaux outils et de nouvelles techniques. Et nous utilisons également Solid Waste et Al-Rabish comme compost, comme matière première du compost. Et ensuite, nous distribuons le compost aux agriculteurs pour leur permettre d'augmenter leur productivité sur leur culture. Ce faisant, nous avons réussi à améliorer la production alimentaire, non seulement en matière de quantité, mais également en matière de qualité des produits. Ce qui a permis de réduire le niveau de personnes en situation de malnutrition, mais également de réduire l'insécurité alimentaire. Nous travaillons avec ICLE et son bureau régional à Cape Town afin de mettre en œuvre d'autres projets et d'autres programmes afin d'améliorer le niveau de nutrition, comme je l'ai dit, non seulement en formant les agriculteurs, mais également en distribuant du compost
à ces agriculteurs. Et nous créons, à titre d'exemple, dans certaines écoles, nous avons créé des clubs environnementaux et des clubs de sécurité alimentaire pour enseigner les techniques alimentaires et ensuite ils en parlent avec les agriculteurs du coin, mais également avec les populations les plus vulnérables. Monsieur le maire, je vais vous demander de conclure votre présentation, s'il vous plaît, avec certains points saillants de votre présentation. Alors, ce que nous avons appris de ces projets, c'est qu'il est important que les gouvernements locaux soient en première ligne et qu'elles prennent ces défis à bras le corps parce que les gouvernements locaux sont en première ligne quoi qu'il arrive, non seulement des liés au changement climatique et au climat, mais à vrai dire, nous avons la légitimité, mais également nous avons la proximité. Donc, entre la légitimité et la proximité, eh bien, vous voyez bien que nous sommes en mesure de gérer les problèmes les plus importants auxquels la société est confrontée. Donc, il est essentiel que les gouvernements locaux prennent les actions nécessaires, mais également qu'elles se consultent avec différents acteurs au niveau régional, local, national, international pour parler de leurs expériences et qu'elles apprennent les uns des autres, les unes des autres plutôt, pour s'attaquer aux problèmes auxquels nous sommes tous confrontés. Merci beaucoup de cette présentation et merci de nous avoir accéléré sur ce que la ville de Kélémania mettait en place. Vos derniers points étaient très importants sur le fait qu'il faut impliquer tous les acteurs pour améliorer la résilience d'une ville, mais que les ressources étaient essentielles. Les ressources ainsi que les compétences avec la formation. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à notre prochaine orateur, Rokaya Fall, qui est chef du bureau de la coopération de la ville de Dakar au Sénégal. Rokaya réfléchira sur les efforts de Dakar pour améliorer la résilience alimentaire, en particulier dans la crise de la Covid-19, mais également pour l'après-Covid-19. Rokaya, vous avez la parole. Bienvenue. Solofina, je suis désolée, malheureusement, je crois que Rokaya a des soucis techniques, donc on reviendra à Rokaya un peu plus tard. Je crois qu'on peut passer à l'orateur suivant. Autant pour moi, je crois que nous allons donc passer à notre prochain orateur. Et je vous présente donc Junior Bitsumanu, qui nous vient du Congo, de Congo-Brazzaville. Junior est notre prochain orateur. Il est en charge du suivi et de l'analyse des projets à la Food and Agriculture Organization de la République de Congo. Junior va faire une présentation et il va parler notamment de la situation de la gestion de l'accès à la nourriture pendant le confinement dans la ville de Brazzaville et sur l'engagement également, il réfléchira sur l'engagement de la ville à travers un forum à Brazzaville sur les systèmes alimentaires urbains. D'accord, merci Solofina. Euh, bon, concernant la ville de Brazzaville, donc je vais vous partager l'expérience qu'a connue la ville de Brazzaville, notamment pour la période qui a concerné, disons, le confinement dans la ville de Brazzaville. Donc, essentiellement, pour cette première partie disons, de mon partage d'expérience, de vous parler et d'échanger sur comment est-ce que la ville a amélioré, disons, sa résilience alimentaire. Et essentiellement, donc, il y a eu donc, pendant le début, disons, de la COVID, donc le premier cas a été déclaré à Brazzaville. Brazzaville qui est donc la capitale politique et administrative de la République du Congo et qui compte à peu près de 2 millions d'habitants et 9 arrondissements. Et donc, le premier cas a été annoncé, c'était au mois d'avril, le 14, plutôt au mois de mars, le 14 mars. Et donc, c'est venu donc la première, disons, le premier changement qui a été constaté, c'est donc celui de l'annonce, disons, des mesures de confinement.
et qui a donc créé une grande panique, notamment les achats qui se sont faits en panique, les envahissements des marchés et la hausse des prix qui s'est donc amenée. Et donc après ça, il y a eu deux principales, disons, décisions qui ont été prises. Et comme vous le savez, Brazzaville étant le siège de la, disons, capitale administrative et politique, donc beaucoup de ministères ont donc pris des décisions, notamment le ministère qui s'occupe donc de la décentralisation, qui gère en effet les municipalités, dont celle de Brazzaville. Il y a eu donc, comme il a été dit précédemment, un arrêté qui a modifié donc la première organisation des marchés, donc de 7 jours de marché réguliers par semaine. Donc les marchés sont passés à 3 jours par semaine. Il y avait donc le lundi, juste le mercredi et le vendredi. Et le marché durait de 6 heures du matin à 14 heures. Et le reste donc de la journée était consacré, le reste des jours était consacré aux désinfections des marchés. Et pour ce faire, il y a donc la deuxième circulaire qui a été prise. C'était donc celle du ministère de l'Agriculture qui a donc pris une circulaire qui ordonnait ou qui encourageait, disons, les acteurs des filières de production agro-pastorale et halieutique à continuer à poursuivre leurs activités de production. Et cette même circulaire s'adressait également auprès donc des opérateurs et de la police qui a donc pour mandat de réguler, de faire respecter, de réguler toutes les mesures qui étaient prises par le gouvernement pour tout ce qui est circulation, déplacement et mobilité des biens et des services. Donc voilà les deux principales, disons, décisions qu'on a notées qui étaient donc les plus importantes pour le cas donc, de la ville de Brazzaville. Et suite à cela, il y a donc eu des répercussions qu'on a donc constatées. Et parmi ces répercussions, on peut donc noter ou des changements, si vous voulez, des réponses. Il y a principalement, donc, on a constaté que quoi qu'il ait eu, disons, le confinement, sur la base donc de ces deux mesures qui étaient prises, euh, les conditions ou les moyens de production traditionnels n'ont pas eu de changement, notamment dans les zones rurales. Et donc, les agriculteurs, en ce qui s'agisse de la production, ont pu continuer leurs activités pendant toute la durée du confinement. Et la production agricole et urbaine, disons, de grandes perturbations. La production en tant que telle. Et on a également remarqué que la ville a occasionné un exode urbain, c'est-à-dire qu'on a vu donc une importante frange de la population qui se trouve donc dans les villes, qui s'est rendue dans les zones rurales. Et fondamentalement, les zones rurales, de manière initiale, sont considérées, de par leur faible démographie, disons des endroits qui ne sont pas, pour le cas du Congo, aptes à encourager la production en raison de la faible densité qu'il y a, donc peu de population pour les étendues de surface de terre qu'il y a. Mais là, disons, la faible densité des zones rurales s'est révélée comme étant une opportunité pour donc gérer toutes les questions de distanciation physique dans les zones rurales et de permettre donc la continuité de la production et des activités en zone rurale parce que la population est faible, donc les populations pourraient circuler. Et d'ailleurs, la cartographie de la contamination de l'épidémie au Congo, elle a une orientation urbaine et une orientation rurale. Donc les zones urbaines, notamment Brazzaville et Pointe-Noire, sont donc les foyers où il y a plus de cas. Et dans les zones rurales, jusqu'à aujourd'hui, nous avons des zones où on trouve encore 0 cas. Donc voilà un peu un élément sur le rapport rural-urbain en lien avec la pandémie et la production. Et on a aussi vu donc dans les zones urbaines des startups qui sont donc, qui étaient donc au rendez-vous, des mesures barrières ou des mesures édictées par le confinement qui ont trouvé donc pour la situation de la Covid une opportunité parce qu'il y a eu donc, elles ont pu se développer, améliorer leur chiffre d'affaires
C'est des startups digitales qui font donc des livraisons à domicile et des ventes en ligne, notamment pour les produits alimentaires. Et elles sont généralement conduites par des jeunes. Elles ont donc conduit un essor. Et nous avons donc aussi observé, disons, la réapparition d'anciens circuits de commercialisation des produits alimentaires qu'on a connus dans les années 90, où il y avait, disons, une recurrence, disons, on peut dire, des crises sociopolitiques. Il y avait une recurrence d'une crise. Oui, il y avait une. Merci. Allô? Vous me recevez? Hello, Junior. I'd Oui. like to please request you to wind up the presentation. Yes. The first presentation? Sorry? I can, you need, I repeat the first presentation? Non, nous vous avons entendu. On voudrait simplement vous remercier infiniment pour cette présentation. Je crois que l'un des aspects principaux que vous avez mentionné est l'émergence de agripreneurs, donc des jeunes qui saisissent l'occasion de cette pandémie pour se développer et susciter de l'intérêt dans l'agriculture et dans la fourniture alimentaire. Je crois par ailleurs que ce que vous avez dit, c'était que la production alimentaire avait continué, mais que la logistique avait été l'un des problèmes principaux. Et je crois que ce sont autant de sujets que vous allez pouvoir aborder pendant la session de questions-réponses. La manière dont la ville gère cela, quelles sont les mesures pour atténuer ce problème en matière de logistique, pour assurer l'accès à la nourriture que la ville a mise en œuvre. Merci beaucoup de votre présentation. Cela nous mène donc à notre prochain orateur, qui est également un édile, Jay Ralitera, édile de la ville d'Antananarivo. Can you hear me? Can you hear me? Oui, nous vous entendons très bien. Je vous en prie, allez-y. Et merci beaucoup pour ces présentations intéressantes et pleines d'informations, notamment sur comment est-ce que les autres villes et les autres structures peuvent mettre en place des politiques de résilience alimentaire dans leur circonscription. Donc, je m'appelle Zahira Litera, je suis membre du cabinet du maire sur les questions environnement, développement durable et changement climatique. Et la crise du Covid, pour nous, ça a été un peu l'épreuve du feu, puisqu'on a eu nos élections, le maire a été élu et arrivé au bureau en janvier, un tout petit peu avant la crise du Covid. Donc, c'était la première grosse crise qu'il a eu à mener. Et est-ce qu'on peut mettre ma présentation? Pardon. Je vous présente un petit peu. Je vais vous parler de deux choses globalement. Un peu comment est-ce que le système alimentaire fonctionnait à Antananarivo et ce qu'on aimerait aujourd'hui mettre en place, puisqu'on a commencé à réfléchir à des programmes beaucoup plus long terme et résilients pour l'accès à l'alimentation et améliorer aussi les qualités nutritives pour les habitants d'Antananarivo. Donc, pour redresser un petit peu le portrait de la ville, on a 1,5 million habitants à Tana et 3 millions si on compte la région Analamang. Et une grosse majorité de nos habitants sont quand même des agriculteurs. On produit énormément de riz, on fait aussi de l'agriculture vivrière. Et ce qui s'était passé pendant la crise du Covid, c'était qu'en fait, on n'avait pas forcément de problème d'approvisionnement. Donc, en général, à Tana, ce sont les zones périurbaines qui produisent l'alimentation pour la ville. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit peu de spéculation sur les prix, sur certaines denrées. Et donc, un problème qui a été soulevé, c'était de voir comment est-ce que nous, en tant que ville, on peut essayer de contrôler et de réguler et de coordonner les prix pour ne pas que les personnes les plus vulnérables se retrouvent les plus impactées
par la potentielle crise. Parce qu'on avait assez à manger, c'était juste de la spéculation des personnes qui avaient peur de ne pas avoir assez. Donc, ça a été plutôt psychologique en termes d'impact au niveau de la ville. Après, un des autres soucis qu'on a, enfin, un des autres problèmes qu'on essaie de résoudre au niveau de l'approvisionnement de la ville, c'est tout ce qui va être autour des différents points d'intermédiaire pour accéder en fait au marché. Donc, il peut y avoir 4, 5, 6 intermédiaires différents qui font aussi augmenter les prix de la nourriture. Et il faut qu'on puisse réduire ce nombre d'intermédiaires afin de pouvoir impacter aussi sur le prix de ce qui est vendu sur les marchés. Et ce qui avait été fait avant, en 2017 aussi au niveau de la ville, ça avait été de mettre en place des indicateurs pour tout ce qui va être le pacte de Milan. Donc, on avait identifié 6 indicateurs principaux qui sont la gouvernance alimentaire, l'équité économique et sociale, l'alimentation et la nutrition durable, la production alimentaire, l'approvisionnement et production et les déchets alimentaires. Donc ça, c'était un peu les 6 sujets sur lesquels nous, on se focalise aujourd'hui pour construire notre politique alimentaire résiliente. Entre autres problèmes, il y a également tout ce qui va être lié au changement climatique de manière plus générale, donc tout ce qui va être sécheresse, mais aussi le fait qu'on n'utilise pas forcément nos terres en contre-culture. Il y en a beaucoup qui sont mises en jachère, qui sont peut-être moins bien optimisées que ce que ça pourrait être. Et donc, avec tout ça, on s'est posé beaucoup de questions. Et pendant la crise du Covid, là, vous pouvez changer la slide du coup. On s'est focalisé au tout début pour régler la crise sur des dons, en fait, parce que c'est très difficile de confiner les personnes à Madagascar et de leur dire vous n'allez pas pouvoir accéder à vos sources de revenus. Et donc, on a mis en place un système de dons, notamment pour les taxis, les bus et les personnes très, très vulnérables qu'on a pu identifier pour pouvoir leur donner accès à ce qu'on appelle ici des PPN, des produits de première nécessité. Donc, ça va être le riz, l'huile, du savon, des choses qui leur permettent de tenir et de vivre. Et on a aussi mis en place un programme pour réorganiser et coordonner au mieux les marchés. Donc, on a 6 gros marchés ici. Et l'idée pour nous, ce serait de mettre en place un lieu central qui permettrait d'approvisionner les marchés et de réduire le nombre d'intermédiaires et de mieux coordonner du coup ces zones d'approvisionnement alimentaire. Et donc, avec tout ça, on a décidé de partir sur plusieurs types de projets, notamment, donc, on parlait beaucoup d'agriculture résiliente avec la FAO, donc un programme de SARU, qui est une plateforme qui va mettre en place plusieurs acteurs différents pour pouvoir les faire travailler ensemble. Et notamment, l'une des principales, je dirais, un des principaux objectifs aussi, c'est de travailler avec le secteur privé. Donc, c'est peut-être là aussi, j'en ai pas encore entendu parler dans les présentations, mais du coup, au niveau de la ville de Tana, on aimerait bien travailler et on a commencé déjà à travailler avec le secteur privé afin qu'il puisse aider à mettre en place des solutions, que ce soit… donc, on essaie de réfléchir à différents modèles qui pourraient permettre au secteur privé, que ce soit les startups, mais aussi les grosses entreprises ou les PME, de pouvoir participer à une certaine mesure à la coordination et peut-être que ce soit eux les prestataires de services de certains points de meilleure distribution de l'alimentation. On a aussi envie de mettre en place au sein de nos écoles publiques des jardins potagers. Donc, on est en train de travailler sur ce principe-là au sein du service agriculture urbaine de la commune d'Antananarivo. Et donc, mettre en place des jardins potagers qui soient dans les écoles, mais aussi au niveau des privés, dans les espaces publics, afin de multiplier les points d'accès et les sources de production au sein de la ville. Donc, pour pouvoir un peu aussi désengorger peut-être certaines zones et pouvoir permettre à des personnes d'accéder plus rapidement et de façon plus directe à certains types de produits. Parce que, par exemple, si on parle de jardin potager dans les écoles, on pourrait là-bas produire ce qui est nécessaire et très rapide à produire, et en plus, entraîner les enfants et les personnels des écoles
à être autonome sur certains types de produits. Donc, c'est une approche qu'on a envie de tester au niveau de la ville. On va aussi mettre en place un programme de cantine scolaire. Et là, c'est vraiment basé sur les entreprises du secteur privé. Jay, I'd like to please request you to wind up the presentation. Some reflections. Oui, ok, c'est parfait. Et donc, au niveau de tous nos projets, ce qu'on peut conclure, c'est qu'au niveau de la ville d'Antananarivo, nos principaux objectifs, ça va être la coordination des marchés et des accès à la nourriture, mais également l'implication de différents acteurs comme le secteur privé et les institutions, et aussi l'aide des habitants pour pouvoir mettre en place un système résilient qui soit basé sur aussi bien des petites entités très locales comme les jardins potagers en ville, mais aussi sur une meilleure répartition et une meilleure organisation de nos approvisionnements périurbains, notamment avec de la contre-culture. Merci beaucoup pour votre présentation. Je crois que vous avez mentionné des points essentiels, notamment le fait que pour qu'une politique alimentaire soit efficace, il faut inclure tous les acteurs. En particulier, vous avez parlé des secteurs privés et que c'était un point qui n'avait pas été mentionné, qui devrait l'être plus. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons entendre parler de la ville de Kampala, de ce qui est fait pour équilibrer les aspects privés et publics de la ville, mais également comment ils ont mis en place une stratégie court terme et long terme. Esau, directeur adjoint de la production et de la commercialisation de la ville de Kampala. Merci beaucoup, merci aux organisateurs de ce webinaire. Merci de me donner l'opportunité de parler de ce qui se passe à Kampala. J'aimerais commencer par vous dire que je vais parler de la résilience des villes et notamment de ce que nous avons fait à Kampala. Tout d'abord, quelques chiffres sur la ville. Notre population s'élève à 5 millions de personnes pendant la journée et la nuit, donc les résidents, sont au nombre de 2 millions. Nous avons différentes sources d'alimentation, notamment la plupart de la nourriture vient de la campagne, notamment elle est distribuée grâce aux marchés permanents, les marchés mobiles et les marchés saisonniers, mais également les supermarchés. Il y a quelque chose d'intéressant sur la ville de Kampala, c'est que nous avons de l'agriculture urbaine qui est assez étendue. 80 000 foyers produisent au moins environ 80 000 foyers, donc produisent au moins un aliment. Que ce soit des légumes ou il y a même des unités d'élevage, notamment des poulaillers. La ville a également mis en place des ordonnances qui visent à réguler et à organiser la production alimentaire. Alors pourquoi avons-nous promu l'agriculture urbaine? Eh bien parce que nous savons que si c'est bien organisé, cela offre un flux alimentaire important. Et cela peut également permettre aux foyers de faire des économies. Puisqu'ils ne sont pas obligés d'acheter ces aliments, les aliments qu'ils produisent sur le marché. Par ailleurs, s'ils ont une production en excès par rapport à ce qu'ils consomment, eh bien, ils peuvent vendre leur excès de production. Et ça réduit également les déchets agricoles et les déchets ménagers et les déchets alimentaires. Cela stimule également le développement de programmes connexes, avec par exemple sur le transport, avec une vraie chaîne de valeur alimentaire. Par ailleurs, eh bien, cela met à profit l'utilisation de différents espaces pour promouvoir, pour pouvoir produire de la nourriture. Puisqu'il y a de petites zones qui peuvent être utilisées pour la production de nourriture. Maintenant, pour ce qui est de la manière dont la ville a promu l'agriculture urbaine,
Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une ordonnance qui a été mise en œuvre pour organiser l'agriculture urbaine et il y a un programme gouvernemental qui a équipé les agriculteurs avec des nouvelles technologies. Parce qu'il y a des entreprises dans la ville et on leur a donné des équipements. Depuis 2012, nous avons été en mesure de soutenir plus de 10 492 foyers et notamment agriculteurs. Nous avons également fourni une aide, des ressources humaines aux agriculteurs qui en avaient besoin avec des experts en différentes techniques. Nous avons également mis en œuvre un centre de ressources de agriculture urbaine qui offre des formations d'agriculteurs pour les agriculteurs, notamment sur des nouvelles technologies. Et c'est très très efficace. Nous soutenons également l'agriculture traditionnelle. Par ailleurs, ces agriculteurs, eh bien, ils sont en mesure de partager leurs résultats et leurs prix sur une base de données avec des données que nous collectons. Et nous travaillons avec le gouvernement, le secteur informel et le secteur privé et public. Alors, comment est-ce que la COVID-19 a impacté ou renforcé ces approches? Tout d'abord, avec le confinement, les gens ne pouvaient plus vraiment se déplacer, ils ne pouvaient plus aller au marché. Cela a donc augmenté les prix. Mais cela a également engendré une démocratisation des plateformes de marketing mobile et de e-shop et d'applications mobiles pour l'achat et la livraison en ligne de nourriture. Avec en moyenne 20 000 utilisateurs de ces applications mobiles, de ces plateformes. Et on voit également que les gens adoptent de plus en plus l'agriculture urbaine avec 80 000 foyers qui produisent au moins un aliment. Et on a vu que pendant la crise, il y a eu une augmentation de 25% des plantes, des graines plantées. Par ailleurs, on a eu de plus en plus d'appels de la part d'agriculteurs qui nous demandaient des conseils, qui nous demandaient de l'aide, du soutien. Donc, à nouveau, beaucoup de sites d'agriculture urbaine, comme vous le voyez à l'écran. Et ce que nous envisageons à l'avenir, eh bien, nous voulons consolider les avantages d'agriculture urbaine, augmenter le nombre d'agriculteurs urbains, mais également la production. Nous sommes en train de mettre en place une étude au niveau de la ville pour faire le bilan, pour voir comment nous pouvons encore plus promouvoir l'agriculture urbaine et promouvoir l'utilisation de plateformes de e-commerce pour le marketing, mais également pour l'achat et la livraison de produits. Nous voulons également mettre en place un système de données sur les prix des marchés. Donc voilà, vous voyez à l'écran le type d'agriculture pour de la pisciculture et de l'agriculture de la production de légumes sur les photos. Merci infiniment de votre présentation. Merci de nous avoir expliqué ce qui se passait à Kampala. Je suis née et j'ai grandi à Kampala. Et c'est vrai que la nourriture, vous l'avez dit et je suis tout à fait d'accord, ça fait partie des foyers. La production de la nourriture, c'est essentiel et c'est vrai qu'il faut que ce soit organisé dans la planification de la ville pour que ce soit institutionnalisé presque et que tous les foyers produisent leur nourriture. Et nous allons maintenant passer la parole à Gil Christ. Gil Christ
il travaille sur les questions liées à l'agriculture, l'élevage et la pêche à Kisumu. Bienvenue. Nous avons hâte de vous entendre. Merci. Merci beaucoup, Solofina. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Parfait. J'ai une présentation qui est très courte, mais je voulais vous dire que Kisumu est situé au Kenya et nous sommes près du lac Victoria à l'ouest du pays. Le comté de Kisumu est à la fois urbain et rural, puisque il est composé de... Et donc il y a plusieurs villes, mais également des zones de campagne. Kisumu a beaucoup fourni, ça a beaucoup dépendu de la production de l'arrière-pays. Et nous avons joué de malchance puisque pendant la crise de la Covid-19, nous avons eu des inondations à différents endroits. Donc il y a eu vraiment des difficultés dans les villes et dans la campagne, puisque le grenier pour la ville avait été inondé. Donc pour améliorer la résilience, eh bien, nous avons dû évaluer nos systèmes alimentaires avec des preuves et des données afin d'améliorer notre stratégie alimentaire. Ça a été notamment soutenu par l'AFAO dans le cadre du projet Urban Food Systems. Nous avons réuni différents groupes d'acteurs au sein de la ville pour les soutenir. Nous voulons parler de l'aspect économique, mais comme vous le savez tous, la Covid, elle est là et ça va durer pendant un long moment. Et donc, nous devons nous adapter et vivre avec. Nous avons donc mis en place des soutiens, des services de soutien agricole, ainsi que une ligne de contact via les réseaux sociaux, mais également une ligne téléphonique. Nous avons également fourni des produits phytosanitaires et des graines. Nous avons fourni également des formations en matière de nouvelles technologies pour l'agriculture avec des micro-jardins qui nécessitent des tout petits espaces. Et nous promouvons l'agriculture dans la ville avec notamment la pêche en milieu urbain. Nous incorporons beaucoup de jeunes et de personnes au chômage pour qu'elles travaillent dans le système de l'agriculteur. Nous avons également récupéré certains marais pour améliorer et augmenter les zones de production agricole. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, la pandémie a été vraiment difficile à gérer pour nous parce que nous avons dû vraiment mettre en place différentes actions, puisque il y a eu beaucoup de gens qui se sont rués sur les marchés, sachant qu'ils allaient fermer, et dans les supermarchés également. Et beaucoup d'agriculteurs ont dû faire face à beaucoup de pertes, notamment avec la volaille, parce que ils n'avaient pas accès au marché. Pourtant, leur viande était déjà à maturité. 2 ou 3 de nos villes principales ont été fermées, Nairobi et Mombasa. Et à ce moment-là, quand il y a eu donc le confinement, ça a été un moment particulier pour le marché, notamment pour le marché de la volaille et des poissons. Il y a eu des pertes incroyables. Le jour du confinement, c'était un jour de marché. Et donc, il y a eu des pertes énormes.
Et après, eh bien, les agriculteurs n'avaient plus accès au marché. En plus de cela, donc j'ai dit qu'il y avait eu des inondations. Et par ailleurs, les mesures de distanciation sociale ont mis à mal nos efforts de formation. Et il y avait un manque d'organisation pour mettre en place ces formations malgré la distanciation sociale. Donc, il y a eu des pertes d'emplois à cause de la restriction des mouvements, mais également à cause du fait que certaines entreprises ont fait faillite. Par ailleurs, nous avons eu un couvre-feu, ce qui fait que la liberté de mouvement était très restreinte. Et à nouveau, je l'ai déjà mentionné, beaucoup de nos marchés ont fermé et moins de temps pour faire des affaires, pour faire du commerce, puisque les gens, quand ils allaient d'un point A à un point B, il y a eu des restrictions. Jusqu'à 19h30, le problème, c'est que la plupart des marchés et des affaires commerciales se font le soir, après 19h. Et donc, cela a été un vrai problème pour les produits et pour les marchés. Bien entendu, j'ai mentionné donc les inondations, mais nous essayons de travailler sur cela. Nous faisons notamment des partenariats avec différentes organisations, et l'Église également, afin d'inclure les jeunes et les femmes. Et nous les ciblons via l'Église afin de faire en sorte qu'ils puissent se relever. Donc nous sommes en partenariat avec la FAO et le projet Urban Food Systems afin de réduire les effets de la COVID-19. Merci beaucoup de cette présentation. Je suis d'accord d'ailleurs. Vous avez abordé des sujets très intéressants, notamment les impacts de la COVID-19 dans plusieurs villes et dans les zones plus rurales. Je vais maintenant donner la parole à Rokhaya Fall, qui travaille à Dakar, au Sénégal. Rokhaya, vous avez la parole. Rokhaya est chef du bureau de la coopération à Dakar. Allô? Je vous entends, je vous entends. Allez-y, nous n'avons que très peu de temps imparti, donc je vous en prie. Can you hear me? Oui, nous vous entendons. Très bien. Je voudrais faire une présentation de la ville de Dakar. D'abord, je vous présente la croissance démographique. La ville, elle a une population de 1 326 200 habitants avec une surface de 82,32 km². Pour la densité, on a 16 563 habitants par km². Pour la résilience urbaine, donc, la ville a mis en place un projet dénommé micro-jardinage. Pour ce projet, on a formé plus de 9 694 personnes. Ils ont gratuitement bénéficié de cette formation. On a aussi des centres de formation au niveau de chaque commune d'arrondissement. Pour les communes d'arrondissement, chaque commune a un centre de formation. Donc, en tout, on a 24 encadreurs donc, qui ont formé les bénéficiaires pour le projet micro-jardinage. Pour le COVID-19, donc Dakar, il a participé à l'élan de solidarité nationale qu'on a donné au gouvernement du Sénégal, un chèque de 100 millions de francs CFA. On a fait des remises de matériel d'hygiène et de protection aux structures de santé de la ville.
donc en appui en denrées alimentaires aux 19 communes et aux populations nécessiteuses. Hello, Rokaya. We seem to have dropped our presenter. Hello. Allô? Okay, good. I can hear you now. OK. Avec la crise, beaucoup de secteurs sont affectés, donc notamment avec la baisse des revenus, le chômage, l'alimentation devient moins riche et variée. On a aussi des réductions de rémunération. À cet effet, on a mené des campagnes de sensibilisation pour renforcer les approches du COVID-19. Donc, produits locaux dont les achats sont créés dans la production agricole pour essayer d'assurer la souveraineté alimentaire. Hello, it seems like our presenter is having internet problems. Hi, Rokaya, can you hear me? Local pour être moins dépendant. On est en train de voir comment accélérer les programmes d'autosuffisance alimentaire et essayer Hello, we seem to be having connectivity problems from our speaker from Senegal. J'ai des problèmes d'internet. Voilà ce qu'on compte faire dans l'avenir. All right. Merci beaucoup de votre présentation et je suis vraiment désolée pour les problèmes techniques. Je crois que nous allons peut-être prendre les commentaires et les questions. This is what I had to say about food access and access to trainings, says Rokeya. Nous allons revenir à la discussion. Nous allons plutôt passer à la discussion et nous reviendrons à l'oratrice et aux orateurs qui ont déjà présenté s'il y a des questions qui sont adressées en particulier à nos orateurs. Et j'aimerais donc commencer la discussion. J'aimerais que ce soit une session aussi interactive que possible. Il y a d'ores et déjà des questions qui ont été posées dans la section de questions et réponses et j'aimerais commencer avec certaines de ces questions. L'une des premières questions est adressée à Dr. Jamie. Une question qui aborde le nombre de réponses que vous avez reçues de la part des villes du continent et ce que vous entrevoyez en matière de résistance et de résilience à la COVID-19. J'aimerais que vous soyez assez bref pour que l'on puisse donner la parole à toutes et à tous. S'il vous plaît, les membres du panel, je vais vous demander d'activer votre caméra également. Merci. Merci.
Docteur Jamie, est-ce que vous avez entendu la question? Oui, j'attendais simplement que tout le monde ait sa caméra allumée. Bon, pour ce qui est de la résilience à venir des systèmes alimentaires, c'est une question assez intéressante parce qu'avant la crise de la Covid-19, un peu plus tôt cette année, nous travaillions afin de mettre en place un programme de transformation des systèmes alimentaires pour s'assurer qu'ils soient plus directs, plus inclusifs, plus résilients. Et cette année, il y a eu, et même les années précédentes, il y a eu des tentatives de la part des gouvernements, de la société civile, etc., de mettre en place des meilleurs systèmes alimentaires. Eh bien, au final, on s'est rendu compte que c'était le manque de coordination entre ces différents acteurs qui empêchait la transformation des systèmes alimentaires. Et je crois que maintenant, les gens comprennent mieux le besoin de travailler ensemble. Et c'est souvent ce que l'on voit d'ailleurs en temps de crise. Bien entendu, quand on réagit à quelque chose d'extrême, un événement extrême, c'est quelque chose que l'on fait sur le moment. Mais si on est en mesure de capitaliser sur ce qui a été fait pendant cette crise pour transformer un système, c'est ça qui est très prometteur. Alors, on va essayer de mettre en place des systèmes améliorés. Mais pour ce faire, nous allons devoir réfléchir à la manière d'utiliser et de ce qui a été fait pour stimuler une résilience des systèmes alimentaires. Il y a des signaux qui sont assez positifs. Ce ne sera pas facile, en particulier pendant les différentes phases de la pandémie, puisqu'il va y avoir notamment une récession importante qui va toucher en particulier les populations les plus vulnérables. Ce sera d'autant plus difficile d'affronter la plupart des défis en matière de durabilité des systèmes alimentaires. Mais je crois qu'on voit quand même un élan. Il y a des acteurs qui se réunissent, qui travaillent ensemble dans les aspects municipaux, dans les conseils municipaux au niveau national et même au niveau international et régional. Mais je crois que ce sera nécessaire si l'on veut améliorer la résilience des systèmes alimentaires. Oui, je crois que c'est vrai. Le pire est encore à venir et en tant que ville, nous devons nous préparer pour ce que nous réserve l'avenir. Et il faut effectivement réfléchir à long terme et inclure tous les différents acteurs. Merci infiniment de vos commentaires. Il y a une question qui s'adresse à Junior. La question est la suivante. Est-ce que les villes travaillent ensemble? Si Brazzaville, par exemple, a un souci et qu'elle a besoin de quelque chose d'une autre ville, comment est-ce que ça s'organise pour assurer l'accès à la nourriture? Bon, merci pour la question. Il était recommandé que les villes travaillent, il est recommandé que les villes travaillent de concert, mais pour Brazzaville, j'ai fait montre dans ma présentation qu'il n'y avait pas en vrai, disons, un problème. L'accès a été facilité par, disons, les décisions qui ont été prises, notamment cette circulaire que j'évoquais qui autorisait, disons, de faciliter la circulation. Mais quand bien même qu'il y a eu cette circulation, on a rencontré des difficultés, notamment des acteurs très importants comme, par exemple, la police, qui ont trouvé de ça comme une opportunité d'ériger, disons, des postes de contrôle supplémentaires en plus des péages, et ce qui a donc compliqué un peu l'approvisionnement des aliments et le coût qui a contribué à l'augmentation des prix. Non seulement qu'il n'y avait plus beaucoup de moyens de transport, donc la logistique était le point faible de cette crise dans la distribution alimentaire, dans le système alimentaire. Et disons, il y a eu des acteurs comme la police qui n'a pas aidé à un certain moment, mais disons, l'administration a réglé cette question. Mais en tout cas, mais le contact, disons, les relations urbaines et rurales ont été parfaitement au rendez-vous, que ce soit la zone rurale comme lieu de refuge de certains acteurs qui ne pouvaient plus tenir pour l'économie qui se grippait dans le milieu urbain, mais en même temps aussi dans la zone rurale qui a été donc un Eldorado, si on peut dire, de la production au regard des conditions, des faiblesses qui sont reconnues
en situation initiale, donc la faible densité due à l'exode rural. Mais là, les zones rurales étaient donc moins sous les pressions des mesures de confinement et donc ont pu ravitailler, mais la logistique a fait défaut et jusqu'à pendant un certain mois, disons, les complications policières pour faciliter la circulation des biens et produits alimentaires des zones rurales vers les villes. Vous avez tout à fait raison, c'est vrai que la logistique, c'est essentiel. Et il faut impérativement que les liens entre les différents acteurs soient au rendez-vous, entre les différentes villes, entre les zones rurales et les zones urbaines. Il y a maintenant une question pour Monsieur le maire Araujo. Vous disiez que les gouvernements locaux étaient à la première ligne des changements. En tant que maire, quel est votre rôle pour donner des lignes directrices et faire en sorte que votre ville soit plus résiliente? Tout d'abord, je crois que le rôle des leaders locaux sont les suivants. Tout d'abord, ils doivent donner une vision, un leadership. Sans cela, toutes les initiatives seront vaines. Et on n'atteindra pas les résultats escomptés. Donc le leadership, ça c'est essentiel. Deuxièmement, ils doivent créer un environnement favorable où différents acteurs peuvent se réunir afin de mettre en œuvre les instruments nécessaires dont pourront se saisir les différents acteurs afin d'atteindre les objectifs communs. Donc pour moi, ce sont les deux aspects, les deux rôles principaux des gouvernements locaux. Tout d'abord, à nouveau, de fournir, de faire montre de leadership, mais également de créer cet environnement favorable au sein duquel différents acteurs peuvent s'articuler. Oui, tout à fait. C'est très important, notamment cet environnement favorable. On le voit, la différence entre les différentes villes. C'est souvent, s'articule souvent autour de la capacité à réunir les différents acteurs. Merci beaucoup, monsieur le maire. Par ailleurs, les gouvernements locaux... Et donc cette capacité à créer cet environnement pour notamment d'initier des politiques et des projets afin d'inviter les institutions si on ne les invitait pas, ces institutions et ces acteurs, eh bien ils ne viendraient pas, ils ne s'inviteraient pas à la table des discussions, notamment des institutions financières qui n'ont pas forcément la vision ou l'envie de s'insérer dans ce type de discours. Et donc, il est du ressort des gouvernements locaux d'inviter ces institutions et de leur montrer la vision que le gouvernement local a pour l'avenir. Oui, tout à fait. Je comprends ce que vous dites. Par ailleurs, pour les participants, si vous voulez, nous pouvons continuer à parler pendant une dizaine de minutes pour nous assurer que nous avons la discussion que nous voudrions avoir. Donc, je vous invite à poser des questions dans la section de questions et réponses. Mais ne vous inquiétez pas, les questions trouveront une réponse quand on vous enverra de toute façon par email. Il y a une question qui s'adresse à Jay sur les politiques alimentaires. Antananarivo a bien travaillé pour développer une politique alimentaire grâce au Conseil de politique alimentaire. Mais c'est à long terme. Mais comment est-ce que vous avez mis en place une stratégie à court terme qui soit également valable pour le long terme? Alors, pour répondre à cette question, aujourd'hui, on travaille effectivement sur notre politique à long terme. Et c'est ça qui est le plus important parce que, comme j'avais dit, nous venons juste d'entrer en
on vient juste d'être élu et de mettre en place plusieurs politiques et il a fallu répondre à la crise de façon très très brève et très courte. Donc ça, c'est pour ça qu'on a demandé notamment l'appui du secteur privé et aussi des habitants pour nous aider à régler la crise, sachant que entre-temps, nos équipes travaillaient pour mettre en place des politiques long terme sur les questions d'alimentation et répartition de tout ça. Donc aujourd'hui, on est encore très, très tôt pour savoir si nos politiques qu'on a choisies vont fonctionner sur 5-10 ans. Mais c'est l'objectif qu'on s'est fixé et de pouvoir faire en sorte que peu importe ce qui arrive, peu importe les nouvelles crises, qu'elles soient climatiques, sanitaires, qu'elles soient économiques, on puisse mettre en place un système de distribution, d'approvisionnement et de contrôle, de coordination d'accès aux aliments de base qui soit juste et équitable pour tous et qui soit pérenne. C'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais c'est notre objectif. Et pour ça, on croit très fort au partenariat privé-public, partenariat avec les institutions. C'est très important pour nous d'impliquer tous les acteurs. Oui, tout à fait, vous avez répondu à la question. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup suivre les progrès d'Antananarivo pour comprendre les résultats de ces politiques et comment la ville change, notamment dans cet environnement changeant, notamment en matière de développement des politiques, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. Il y a une question également pour SAO sur l'agriculture urbaine. Vous avez mentionné que beaucoup de foyers ont adopté l'agriculture urbaine, plusieurs dizaines de milliers de foyers. Mais qu'en est-il des gens qui n'ont pas de vrai jardin? Comment est-ce que la ville essaie de les insérer dans ce programme d'agriculture urbaine, ceux qui n'ont pas de jardin? Alors tout d'abord, merci, et j'aimerais vous dire que l'agriculture urbaine fonctionne très bien, notamment si on a très peu de terrain. On n'a pas besoin d'un grand terrain pour pratiquer l'agriculture urbaine. Souvent, eh bien, on peut produire de la nourriture dans une véranda juste à l'extérieur de la maison. Par ailleurs, l'agriculture urbaine ne peut pas remplacer l'agriculture rurale. Je l'ai dit, nous avons beaucoup plus de gens, d'habitants pendant la journée que de résidents. Il y a notamment de la nourriture telle que le maïs, le riz, etc., qui ne peut pas être produit dans la ville. Mais il y a beaucoup de légumes qui peuvent être cultivés en ville. Même dans des barils de 2 mètres de diamètre, eh bien, on peut produire de la nourriture. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que selon le dernier étude, il y a plus de 1 million de poulets dans la ville. Et donc je crois que c'est un bon exemple, ça montre bien qu'il y a la possibilité de produire sa propre nourriture, notamment des volailles, au sein de la ville. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Et c'est vrai que ça fonctionne pour cette ville. On arrive à produire de la nourriture sur des toutes petites unités et des tout petits espaces. Et c'est vrai que ça aide à pallier certains besoins pour certains foyers. Merci beaucoup. Il y a une question maintenant pour Gilchrist. On a évoqué un peu tout à l'heure le sujet, mais les plus petites villes sont plus résilientes que les grandes villes. Donc Gilchrist, y a-t-il pour que les grandes villes qu'elles tirent des leçons de ce qui se fait dans les petites villes pour être à leur tour plus résilientes? Gilchrist, avez-vous besoin que je répète la question? Je suis désolée, je n'ai plus de connexion. Je n'avais plus de connexion pendant un moment. Mais je suis de retour, je suis parmi vous à nouveau. La question est la suivante.
est-il possible que les plus grandes villes africaines tirent des conclusions de la meilleure résilience des petites villes? Ou bien pensez-vous que ce qui a été fait et les bénéfices de cette résilience ne peuvent être vus et vécus que dans les petites villes et que ça n'est pas réplicable dans les grandes villes? Allô? Allô? Donc, quelles sont les leçons que les grandes villes peuvent tirer des petites villes africaines en matière de résilience? Gilchrist? Allô? Vous m'entendez? Bon, je reviendrai vers vous dans un instant, Gilchrist. Il y a une question qui s'adresse à Rokhaya. Rokhaya? Hello? Thank you very much for being with us. I think that this question is very relevant for you. La question est la suivante. Comment est-ce que les politiques agricoles peuvent être insérées dans les politiques des villes? Parce que la plupart du temps, c'est fait de manière un peu aléatoire. Ça n'est pas vraiment intégré dans les planifications urbaines. Can you please repeat the question because I didn't have time to have access to translation? Oui, bien entendu, la question est la suivante. En particulier pour le cas de Dakar, comment est-ce que vous êtes en mesure d'inclure les pratiques d'agriculture urbaine dans la politique de planification urbaine pour vous assurer que ça n'est pas fait d'un peu tous azimuts? Ah, d'accord. Pour Dakar, on coopère avec d'autres villes. Donc, on coopère avec d'autres villes africaines dans le cadre de nos projets. Mais concernant le COVID-19, on n'a pas pu harmoniser nos actions. Mais pour les autres projets de la ville, on a travaillé avec certaines villes. Dakar a aidé certaines villes à pratiquer, par exemple, notre projet micro-jardinage. Donc, notamment la ville de Praia, la ville de Banjul, donc la ville de Ouagadougou, entre autres. Donc, les villes ont expérimenté l'expérience de la ville de Dakar en ce qui concerne le projet micro-jardinage. Donc, mais pour le COVID-19, on n'a pas encore harmonisé nos actions, mais on compte le faire, partager nos expériences avec ces villes et aussi nous aussi expérimenter les expériences des autres villes concernant aussi le COVID-19. Mais concernant notre projet de résilience, on a travaillé avec ces villes, quelques villes africaines. Merci infiniment pour votre contribution, Rokhaya. Je crois qu'il est effectivement important que les villes africaines ne soient pas isolées et qu'elles travaillent de concert avec d'autres villes afin d'atteindre leurs objectifs. Il y a encore beaucoup d'autres questions qui nous arrivent dans le chat et dans la section de Q&A. Et nous allons les faire parvenir à nos différents orateurs pour nous assurer qu'ils y répondent. Et nous les enverrons ces réponses par email. Merci beaucoup de vos présentations et merci d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Je crois que ça a été très intéressant. Nous avons entendu différents acteurs, différents partenaires, différentes villes. Et maintenant, pour la conclusion, j'aimerais rendre la parole à Paul qui va conclure cette session
avec des pistes de réflexion pour l'avenir. Je vous remercie beaucoup. Merci Solofina. J'aimerais effectivement remercier très chaleureusement les différents orateurs. À chaque fois, j'ai l'impression que le temps passe trop vite. Donc nous allons devoir réfléchir à la manière dont nous pouvons au mieux favoriser ce type de discussion. Comme toujours, il y a trop de sujets soulevés, trop de sujets à aborder et à approfondir en matière de nourriture et d'alimentation. Parce que notamment ça touche à des changements, des transformations notamment sociales et économiques. Donc merci à Solofina. N'hésitez pas, effectivement, on va envoyer les questions à nos présentateurs, à nos orateurs et ils y répondront très rapidement. J'aimerais vous parler d'un événement qui fera partie de African City Food Month, donc le Food Dialogues à Cape Town. Et donc on invite les villes africaines à partager leurs expériences. Ça commencera le 27 juillet jusqu'au 4 août. Par ailleurs, nous avons ici à l'écran la liste des autres webinaires auxquels nous vous invitons et peut-être que nous devrions commencer le prochain webinaire en répondant à certaines des questions qui ont été posées aujourd'hui. La semaine prochaine, nous parlerons le thème sera nourrir les villes et ensuite l'alimentation et l'économie circulaire. Et vous voyez les autres sujets à venir. Je sais qu'il y a beaucoup de mains levées, mais retenez vos questions, notez-les et nous vous ferons parvenir nos coordonnées pour faire le suivi de ces questions et des réponses. Merci infiniment de votre participation.